La mission de Vance consiste à leur faire savoir que nous avons besoin du Groenland pour assurer notre sécurité internationale. Nous en avons besoin, il nous le faut. C'est une île dont nous avons besoin d'un point de vue défensif et offensif. C'est quelque chose qu'il nous faut, et surtout dans le monde actuel. Nous allons devoir l'avoir, et je n'aime pas le dire ainsi, mais il va nous le falloir. On entend Poutine par rapport à l'Ukraine, c'est exactement la même approche. Mais c'est beaucoup plus cocasse que ça. Parce qu'en fait, Madame Vance a voulu tout simplement aller faire des chiens de traîneau à Groenland, de participer à une course. Comme par hasard. Et comme par hasard, l'armée américaine, Coco Elon Musk, qui gère les dépenses inutiles, a envoyé 2 transports aériens pour transporter ces chiens, etc. Après, les Groenlandais leur ont dit « on ne veut pas de vous, on ne s'occupe pas de vous ». Je vous rappelle qu'il y a 6 partis au Parlement de Groenland qui sont tous contre la mainmise des États-Unis sur Groenland. Et donc, en fait, lorsque les Américains ont vu cette réaction, il y a Waltz qui a dit « bon, je vais aller avec elle puisqu'on va visiter la base américaine et donc je vais épauler ». Et là, c'est Vance qui a dit « attends, mais c'est moi mon mari, c'est moi son mari ». Donc non, je te laisse pas aller avec elle, je vais aller avec elle. Donc c'est cocasse. C'est cocasse, mais il y a la dimension réelle. Moi, je suis frappé de voir qu'on est parfois dans nos analyses un peu en retard. C'est-à-dire, on a beaucoup dit sur les plateaux, regardez, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et petit à petit, on comprend qu'il veut polluer. Donc Groenland, c'est un sens très important pour lui. Il veut les terres rares, il veut forer tant qu'il peut. Sylvie Berman, il y a un objectif quand on regarde la carte vue du pôle Nord. Il y a un objectif très précis. On est pour ou on est contre, selon qu'on est américain ou non, mais il y a un objectif. Oui, alors il y a 2 objectifs, effectivement. C'est que les Russes et les Chinois sont très présents dans la région. Et puis, il y a effectivement les terres rares. Or, les terres rares, les Groenlandais n'ont pas voulu les développer parce que c'est extrêmement polluant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est surtout les Chinois qui, depuis des années, raffinent 95% des terres rares ayant acquis ce monopole, parce qu'aucun pays ne voulait polluer à ce point. Donc les Américains les veulent. Le terrain est suffisamment grand pour que les Américains, effectivement, l'utilisent. La carte montre tout. La carte montre tout, regardez. La carte ne montre pas tout. Si, la carte montre tout. Elle montre la Russie. Laissez-le juste finir. Je finis. Vous me le direz. Important. Oui. Groenland, c'est 2 millions de kilomètres carrés. Le Canada, c'est 10 millions. Ça veut dire que le Canada devait être 5 fois plus que Groenland, et la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire, vous voyez, donc Groenland, c'est beaucoup plus petit que ça. Et donc voilà, on voit bien, si vous voulez, le groupe pour la conquête de l'hémisphère nord, en fait, on voit bien le bloc que fait les États-Unis, le Groenland. Comment ça s'appelle déjà, le 51e État, là, le gros truc vert, là, Canada, c'est ça, le Canada, et puis la Russie et la Chine ensemble. C'est exactement ça. Avec cette base. Dans la compétition, si Trump, il a une vision 19e siècle, il y a un jeu de stratégie qui s'appelle le risque, c'est un peu le jeu de la stratégie du 19e siècle. Trump, il joue au risque, il a besoin de ça pour gagner au risque contre l'alliance entre Moscou et Pékin. Avec Général, cette base très importante de Thulé, enfin ça c'est ton nom classique, maintenant ça a été rebaptisé Pitoufik, cette base où il y a notamment le contrôle des missiles. Et c'est très important pour les Américains de contrôler ça aussi. Oui, parce que c'est la surveillance avancée des Américains sur tout ce qui pourrait être lancé en missiles balistiques par les Russes, qui passeraient vraisemblablement, principalement par cette zone. Et les Chinois ? Et les Chinois aussi maintenant. Donc les Chinois aussi, puisqu'ils sont en compétition de plus en plus ouverte avec les Chinois. Donc ça a beaucoup d'importance. Alors maintenant, est-ce qu'ils iront jusqu'à une annexion ? Bon, ça me paraît insensé, mais... Et est-ce qu'on découvre qu'on s'est trompé ? Les meilleurs spécialistes, Dieu sait, ça fait toujours plaisir de voir que voilà, les journalistes se trompent, et les spécialistes se trompent. On disait il va être, comment dit-on, isolationniste. Donc on imaginait qu'il allait vraiment se resserrer sur le précaré. En réalité, non. Il est expansionniste. Il veut se mêler beaucoup. Une politique constante. Darius Truman voulait déjà acheter le Groenland après la Deuxième Guerre. L'enjeu stratégique, c'est quoi ? L'enjeu stratégique, c'est ce qu'on appelle les passages du Nord. Alors, le passage du Nord-Ouest ou le passage du Nord-Est, c'est-à-dire le moyen
d'atteindre l'Asie beaucoup plus rapidement que passer par Singapour, par les droits de Malacca, etc. Et le contrôle, les détroits du Nord-Est, la mer de Barents, etc., les Russes la contrôlent entièrement et laissent personne passer. Les Canadiens aussi veulent laisser le moins de monde possible passer. Et c'est ça l'enjeu. Si les Américains veulent garder le contrôle de cette route du Nord-Ouest, le long du pôle Nord, donc, eh bien, ils ont évidemment besoin de contrôler le Groenland d'une manière ou d'une autre, comme l'a dit le général. Surtout que maintenant, il y a de moins en moins de glace, et donc on circule de plus en plus facilement, et donc ça devient un enjeu stratégique. En revanche, pour Poutine, juste une petite chose. Poutine a répondu par rapport à cette histoire de missiles. Vous vous souvenez, il nous a parlé de missiles à propulsion atomique, à propulsion nucléaire, Boulevesnik, qui pouvait rester indéfiniment dans l'espace. Et il a dit, donc en fait, les Américains nous attendent du Nord, et en fait, nous, on va venir par le Sud. C'est tout le paradoxe de la situation quand vous avez un président, en fait, un candidat à la présidentielle qui vous promet des choses, qui dit, je vais arrêter la guerre, je suis vraiment pacifiste, on va développer l'économie américaine, et ça va aller très bien, vous allez vous enrichir, vous allez avoir tellement de pétrole que vous ne saurez pas quoi faire. Et après, il arrive au pouvoir et il change complètement le discours. Et aujourd'hui, on a le président des États-Unis qui est extrêmement belliqueux, qui veut conquérir tout le monde. Il écrame tout de suite, il demande Panama. Il annexe déjà les pauvres Canadiens qui n'ont rien demandé, on ne parlait pas du Canada pendant vraiment des mois et des mois. Et là, vraiment, le Canada revient au sens de nos discussions. Et en plus, on craint qu'il va déclarer la guerre à l'Europe. On parle aujourd'hui de nos craintes d'avoir les Américains qui déclarent la guerre en Europe. Je ne parle même pas du problème. Il n'a pas dit qu'il voulait avoir ça par la guerre. Alors Panama, à propos, non, il a déjà eu. Non, mais sur Panama, je vous dis juste qu'il a déjà gagné, parce qu'il a obtenu par ses pressions que le groupe chinois Hutchison vende tous ses actifs à BlackRock, un grand groupe américain dont le président est ami de Trump. Et donc Panama, c'est réglé. Est-ce qu'on redécouvre qu'une démocratie peut être impériale? La France, par exemple, il faut toujours le rappeler, sous la Troisième République, était dirigée par des politiciens plutôt de centre-gauche, très bien pensants, très brillants, mais très brutaux, des colonialistes très brutaux. Ils étaient l'un et l'autre. On peut être très démocrate à l'intérieur. Ils ne voulaient pas être brutaux, mais ils voulaient... Les Britanniques aussi, je veux dire, à l'époque, ils pensaient qu'ils apportaient la civilisation aux peuples colonisés. Donc, ce n'était pas du tout dans leur esprit. Il y avait un devoir moral, c'est Jules Ferry, je cite Jules Ferry. Bien sûr, pareil pour d'Israéliens. Un devoir moral, un droit et un devoir moral des races supérieures, je cite l'homme de gauche, Jules Ferry, de civiliser les races inférieures. Il a dit ça comme ça devant l'Assemblée nationale. C'est toujours couplé économie avec l'économie. C'est-à-dire que, quelle que soit la partie du monde et quelle que soit l'histoire, là où l'économie va, la force militaire existe et à ce moment-là, il y a la volonté d'expansionnisme. S'il n'y a pas de nation impériale qui tienne... Sauf pour la France, qui a vraiment, ça a coûté très cher, c'est pour ça que De Gaulle a décolonisé, parce que la France a pris des terres qui n'avaient aucun intérêt, le Mali, ça n'avait aucun intérêt. Si on regarde précisément l'histoire de notre colonisation, je me suis intéressé pour différentes raisons, c'est d'abord pour le commerce. Et d'ailleurs, le traité de Berlin, c'est de séparation d'influence entre les différents empires européens. C'est sur la base du commerce. Ensuite, nous, les Français, on y a rajouté une présence militaire. Et après, Jules Ferry a voulu rajouter justement l'éducation, l'administration, le développement. Et c'est bien dans cet ordre-là que n'a rien rapporté à la France, il faut le dire. Il n'a rien rapporté à la France, mais disons que c'est parti sur une base de commerce. C'est toujours comme ça dans l'histoire. Depuis Jules César, qui est venu jusqu'ici à Lutèce pour coloniser les Gaules. Ouais. L'économie et la force militaire. En réponse à votre question sur est-ce qu'on est en train de redécouvrir que la démocratie peut être impériale, précisément non. On est en train de redécouvrir que, en fait, l'urne n'est pas une sorte de boîte magique qui va automatiquement produire de la démocratie. Même si vous avez 75 millions de personnes dans un pays qui en compte 300 qui votent pour une personne et que vous avez une belle élection avec un beau taux de participation, vous n'avez pas forcément une belle démocratie. Parce que la démocratie, ce label, il n'est pas que sanctionné par le vote. Il est sanctionné justement par la pratique du droit
à la fois à l'intérieur du pays et dans les relations internationales. Et ce qu'on voit, c'est une dégradation à l'intérieur et dans la pratique du pouvoir et le respect du droit à l'extérieur. Et c'est en cela que Donald Trump abîme, à mon sens, en tous les cas, c'est mon regard, la démocratie américaine. Donc la réponse à votre question, c'est non. L'homme qui incarne ce pouvoir, c'est J.D. Vance. Regardez l'image de la soirée. Il passe en revue, il a une cérémonie avec les Marines. Il est effectivement le personnage central. Il est là. Beaucoup prophétisent, c'est encore très loin, beaucoup prophétisent qu'il pourrait être le successeur de Trump. Ça voudrait dire que, théoriquement, il y aurait 4 ans de Trump, plus 8 ans de J.D. Vance, ça fait 12 ans. C'est le jeu des Républicains, c'est 12 ans. Peut-être pas, parce que si jamais Trump, il lui arrive quelque chose, c'est J.D. Vance qui deviendra le 48e président des États-Unis. Je n'y crois pas une seconde. Trump est un gangster, un mafieux. La manière dont il fonctionne, c'est qu'ils éliminent les gens qui sont autour de... C'est pas la première fois que les États-Unis, ils avaient les barons voleurs au 19e siècle. La phrase que vous avez lue tout à l'heure, elle est plus dure que cela. Quand J.D. Vance, sur Signal, dit « Je ne suis pas certain que Donald Trump comprenne véritablement les enjeux du canal de Suez ». Vous imaginez Donald Trump, quand il lit cette phrase de son vice-président, ils ont fait un communiqué derrière d'ailleurs en disant « Il n'y a pas de papier, la taille d'un papier de cigarette entre nous. Ça veut dire, j'ai vu, ce sera traité en temps et en heure. Ouais. Va au Groenland avec ta femme en attendant. Parce que ça va créer de la distraction par rapport au bordel que vous avez mis à Washington DC. Donc faites son et lumière au Groenland le temps qu'on enterre ce qui est en train de se passer. Alors, très jolie expression. Et écoutez-le, effectivement, son et lumière, ça commence. C'est J.D. Vance qui annonce sa venue au Groenland sur un ton qui est étonnant parce qu'il y a un côté un petit peu décontracté. Il dit « Allez les gars, j'arrive ». Salut les gars, c'est J.D. Vance, le vice-président. Et vous savez qu'il y a eu tellement d'excitation autour de la visite du chat au Groenland ce vendredi que j'ai décidé que je ne voulais pas qu'elle s'amuse toute seule. Et donc, je vais me joindre à elle. Je vais rendre visite à certains de nos gardiens de la force spatiale sur la côte nord-ouest du Groenland et je vais aussi voir ce qui se passe au niveau de la sécurité au Groenland. Comme vous le savez, c'est très important. Beaucoup d'autres pays ont menacé le Groenland, ont menacé d'utiliser ses territoires et ses voies navigables pour menacer les États-Unis, le Canada et bien sûr les habitants du Groenland. Nous allons donc voir comment les choses se passent là-bas et je dis au nom du président Trump que nous voulons revigorer la sécurité du peuple groenlandais parce que nous pensons que c'est important pour protéger la sécurité du monde entier. Quelques éléments sur lui. Catholique, très conservateur, c'est le fameux discours de Munich. Il faut voir sa femme. Juriste. Hypocrite. Éminent juriste. Hypocrite. Lui, le droit, il le connaît. Hypocrite à mort, qui critiquait Trump il y a encore 5 ans, qui disait Trump ne mérite pas d'être président. Je vais me pincer le nez. Ça, c'est la base de la politique. Non, mais si vous saviez le nombre de ministres qui critiquaient Emmanuel Macron avant d'être ses ministres, ça évidemment. Mais vous n'avez pas entendu ce que disait Bruno Le Maire d'Emmanuel Macron vous savez, 3 semaines avant d'être nommé ministre. Vous savez, la seule chose que Trump ne peut pas contre J.D. Vance, il ne peut pas lui dire « you're fired ». Parce qu'il a été élu avec lui. Et c'est le peuple américain qui l'a élu. Oui, mais il peut très bien l'écarter. Il peut très bien le laisser dans la maison qui est l'Observatoire, qui est une maison complètement lunaire à Washington et isolée. Il s'appelle l'Observatoire. Il peut très bien les... Non, mais je pense qu'ils s'entendent bien. Je pense que le choix de Trump était vraiment sincère. Et je pense qu'il faut le suivre, il faut le garder à l'œil. Je ne pense pas du tout... moi, je ne l'enterrerai pas aussi vite que ne l'enterre Gallagher. L'appétit de ces gens-là, ce couple qui incarne une forme de méritocratie, son épouse qui est d'origine indienne, voilà, de seconde génération, c'est la méritocratie avec un appétit. Ils veulent manger le monde. Oui, il est dans un milieu très populaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il l'a écrit dans une biographie qui a eu beaucoup de succès. Hillbilly Elegy. Et il est très... en fait, il était respecté pour ça. Mais quand il a été nommé, beaucoup de commentateurs ont dit il fait une erreur parce que c'est une droite très conservatrice, alors qu'il y avait le problème du droit à l'avortement et il aurait dû choisir un autre candidat. Finalement, non. Il a eu raison, en tout cas de son point de vue, de choisir J.D. Vance. Écoutez-le, ce soir même, là, devant les Marines, quand il parle de la guerre, il dit, d'ailleurs, son blouson, tout là est fait pour faire message.
La longue histoire des États-Unis d'Amérique nous a appris que si la pointe de la puissance américaine, c'est vous tous, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous avez dans les mains et sur le dos lorsque vous partez en guerre. Je vous promets donc de la part du président des États-Unis que si nous devons vous envoyer à la guerre, nous le ferons avec le meilleur équipement, les meilleures munitions, les meilleures armes. Et nous vous donnerons les moyens de gagner quand il le faudra. 230 fois depuis leur indépendance. Les États-Unis ont fait la guerre 230 fois depuis leur indépendance. Vous voyez, il n'a que ce mot à la bouche. Ils ont le plus grand instrument militaire du monde et ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des guerres, même quand leurs meilleurs alliés et les plus sages de leurs alliés, comme les Français, par exemple, leur conseillent de ne pas ravager la Mésopotamie. C'est aussi une des raisons des bombardements contre les Houthis, parce que les Houthis, ils ont défié la puissance militaire américaine en envoyant des drones contre le porte-avions, contre le groupe aéronaval. C'est inadmissible. Donc, où que soit passé le groupe aéronaval dans le monde, il se passerait la même chose, on aurait la même réaction. Donc, si j'ose dire, le problème de la mer Rouge, eh bien, il existe bien. Le lien avec l'Iran, il existe bien. Le triangle avec Israël, Yémen, Iran aussi, bien sûr, ça existe. Mais défier l'expression même de la puissance américaine, c'est-à-dire un groupe aéronaval, ça se punit. Et donc, la punition, elle était gagnée à tous les coups. Est-ce que dans le